me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. お前はもう死んでいる。何？Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Le Grand Popcast, évidemment le podcast de Le Grand Pop. Un épisode un petit peu particulier aujourd'hui puisque nous sommes à la veille de l'été, en ce début de mois de juillet, et que notre ami Phlegmatique est, pour raison professionnelle, à l'étranger. Donc il aurait aimé participer avec nous, mais il n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer un bon moment, puisque je suis avec notre webmaster préféré, le webmaster de Le Grand Pop, de la chaîne YouTube Otaksu. Il s'appelle Otaksu, il est là ce soir. Non, je suis le producteur de Le Grand Pop, s'il te plaît. L'executive producer / séducer de Le Grand Pop. Mais merci beaucoup de m'inviter dans notre propre podcast. Ça fait plaisir. Surtout pour parler d'un homme avec un chapeau et un fouet. J'ai fait quelques rêves comme ça. Et donc voilà, aujourd'hui le thème c'est ce grand débrief sur Indiana Jones 5 et le cadran de la destinée. Et pour ça, nous avons la chance d'avoir Gauthier qui est journaliste cinéma chez Satellifax. Salut. Je voulais faire une blague sur le fait que peut-être que Fleg est en cavale et que vous le savez pas. Ah oui, mais parce qu'il a une double vie. Voilà. Et peut-être que c'est toi en fait. C'est parce qu'en fait je suis Phlegmatique. J'avoue. Et moi je suis Menro, ancien directeur des programmes de Le Stream et aujourd'hui animateur de ce grand podcast sur Le Grand Pop. Tu fais ça très bien. Responsable de la ligne éditoriale de Le Grand Pop, voilà. Ouais, pas trop. On fait ça à plusieurs. Un titre honorifique, histoire de dire. On fait ça à plusieurs. Non, surtout joueur invétéré de Zelda Tears of the Kingdom en ce moment. Mais ne nous égarons pas. On est là pour parler donc de ce fameux nouveau Indiana Jones. Indiana Jones 5 déjà. Une trilogie à succès, un 4e épisode qui divise, et pour la première fois, Steven Spielberg qui laisse les commandes à James Mangold. James Mangold, on le connaît si on a vu Logan, si on a vu Le Mans 66, 3h10 pour Yuma. Walk the Line, tout simplement. Donc, c'est quelqu'un un réalisateur qui sait faire des films. Est-ce qu'il sait faire des Indiana Jones ? Ça va être tout le sujet de ce podcast. Mais j'ai envie de vous demander, déjà pour commencer, tout de suite, petite question. C'est quoi déjà, à la base, votre rapport à tous les deux à Indiana Jones ? Gauthier. Moi, c'est un rapport qui est très intime et lié à l'enfance et tout ça. Et je pense que toi et moi, on est un petit peu de la même génération et je pense qu'on partage un petit peu ce rapport-là. C'est-à-dire que si tu me demandes quel est le film que j'ai le plus vu quand j'étais enfant, c'est probablement soit Les Aventuriers de l'Arche perdue, soit Les Goonies, qui sont un petit peu des trucs parents de toute façon. Les cassettes de VHS d'Indiana Jones chez moi étaient très usées, évidemment. Et c'est même, enfin, pour être tout à fait transparent, c'est un truc qui m'obsédait tellement, Indiana Jones. C'était tellement génial, j'étais tellement là-dedans que je me disais que mon père, qui était architecte et qui partait le matin au travail avec une petite cravate, des fois il faisait des voyages d'affaires et je me disais, mais en fait c'est lui. En fait, c'est l'aventure. Ouais. En fait, dès qu'il est dans l'avion, il se met son chapeau et tout. Il a un blouson en cuir, il a un fouet et tout ça, machin. Ce qui correspond bien à l'époque en plus, donc c'est parfait. Ouais, non, c'est complètement ça, quoi. Donc ouais, non, moi je suis complètement fou de cette franchise. Et tu vois, tu disais déjà l'épisode 5. Mais au contraire, ça a été très long. Dis-toi qu'entre temps, on a fait 10 Fast and Furious, tu vois. Enfin, donc 8 Harry Potter. Voilà, c'est ça. Donc on n'en a pas si souvent que ça, quoi. 75 de Star Trek. Respecte Star Trek, s'il te plaît. Enfin. Otax, de ton côté, Indiana Jones, comment ça se passe chez toi ? Toujours de même une petite Madeleine de Proust, parce que ça fait partie de ces films que mon père a partagé avec moi. On compte dedans Star Wars, on compte Blade Runner, etc. Par contre, ça fait aussi partie de tous ces trucs où parmi tous les trucs que m'a filé mon père, c'est pas un de ceux qui m'a le plus marqué, en vérité. Ça a toujours été le petit truc que j'aimais bien, mais pas celui que j'ai vraiment creusé, comme j'ai pu creuser Star Wars, comme j'ai pu creuser Blade Runner ou ce genre de choses. Pour moi, Harrison Ford, c'est Descartes avant d'être Indiana Jones, ouais. Tu vois, genre mais il faut dire aussi que quand j'étais gamin, j'étais très focalisé sur les space opéra plus que le reste. Mais malgré tout, ça reste un truc culte, quoi. C'est un truc qu'on me retirera pas.
Maintenant, j'ai moins, je pense, d'attachement sentimental que vous pouvez l'avoir sur la série, ça c'est sûr. Moi, de mon côté, effectivement, c'est quelque chose qui est très important dans ma construction, Indiana Jones. Il y a plusieurs raisons à ça, mais vous avez devant vous quelqu'un qui a voulu être archéologue pendant un moment. Ah, c'est bon ça. Voilà, et c'est pas pour Dis-nous rien. tout sur Incroyable. l'Égypte, s'il te plaît. Et pas que l'Égypte. Les murs cyclopéens. Et justement, la machine denticitaire, on en parlera. Mais au-delà de ça, donc ouais, Indiana Jones, ça a été un truc assez important. Et il y a des moments, notamment des aventures de l'Arche perdue, quand Indy est sur la maquette de Tanis avec le pommeau, le bâton. Plan de bâtard. C'est ça, et qu'il y a le rayon qui traverse et qui va aller montrer où il faut aller creuser. La musique qu'il y a à ce moment-là, c'est un truc qui a vraiment marqué toute mon enfance. Et du coup, ce que j'ai retrouvé après avec le 3e épisode, la dernière croisade, pareil, il y a une musique, il y a un truc, il y a un petit gimmick qui revient au niveau sonore. Que j'avais un poil perdu dans le 2, même si je l'aime bien, mais que je l'aime pas, mais c'est un peu compliqué, et on va en parler aussi tout à l'heure. Et donc, oui, Indiana Jones, c'est vraiment quelque chose qui est le fait de s'évader, l'aventure avec un grand A, j'ai envie de dire, c'est... Ouais, parce que là, ce que tu as mis en avant, je trouve que ça me fait beaucoup penser aux enfants de Spielberg, pas forcément Indiana Jones. Il y a ce côté musique, le petit plan, etc. Tu vois. Ouais, mais il y a aussi ce côté vraiment à la recherche d'une relique que l'histoire a recherché. Il y a un peu d'ésotérisme derrière. Il y a et puis cette aventure à travers des lieux incroyables, etc. Donc ouais, ça a marqué clairement le quadra que je suis aujourd'hui. Mais c'est là où ça me parlait moins, moi, en étant gamin, parce que justement, c'était peut-être un petit peu trop réaliste par rapport à mes goûts de l'époque. Moi, j'aimais partir dans des trucs qui n'existaient absolument pas. Alors qu'il y a toujours un petit contexte, alors certes, il est un petit peu fumeux, mais un petit contexte réaliste dans les aventures d'Indiana Jones. Alors, pour recadrer un petit peu, quand même, j'ai envie de vous poser une autre question. C'est évidemment, là, on est au 5e épisode. Je l'ai dit de manière un peu péremptoire peut-être, mais c'est vrai que le 4 a beaucoup divisé en tout cas. Du coup, comment vous avez abordé quelles étaient vos attentes sur le 5e épisode ? Pour rester dans la simplicité, parce que vu qu'on parlait de Madeleine de Proust, moi c'était plus cette idée de quelque part renouer avec Indiana Jones, parce que justement dans mon enfance j'étais pas forcément lié à Indiana Jones, je me suis dit et que je les avais pas forcément revus très régulièrement, contrairement à tous les autres que j'ai cités, que j'ai vu genre 100 fois quoi. Il y avait cette idée de est-ce que le 5 va me motiver à vraiment réintégrer Indiana Jones dans ma culture personnelle, et c'est la grande question que j'avais au départ, et on parlera après des conclusions, mais je pense que pour vous il y avait quelque chose de très fort quoi. Alors, pour moi, je dois admettre qu'il y avait quelque chose d'extrêmement fort, surtout dans l'attente du 4. Dans l'attente du 4, c'était une impatience que je pourrais pas vous décrire avec des mots. C'était le retour à l'époque. Ah là là, mais c'était un truc. Je regardais les bandes annonces quasiment en pleurant de joie, quoi. Je me disais, putain, c'est inouï que ça m'arrive de mon vivant de pouvoir aller voir un Indiana Jones au cinéma et tout ça. Là, l'attente du 5e opus, qui a été quand même un serpent de mer qui a traîné très 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 longtemps, ça m'enthousiasmait beaucoup, surtout d'imaginer Indiana Jones vieux et dans les années 60. Ça m'a enthousiasmé tant que Spielberg restait attaché au projet. Et je dois reconnaître que dès qu'ils ont rendu public le fait que Spielberg se détachait du projet et filait ça à James Mangold, j'ai dit ah putain, faites pas ce truc-là, s'il vous plaît, le faites pas, je veux pas. J'ai même écrit un article sur le Grand Pop pour dire ça. Hein, donc voilà, j'ai peur, j'appréhende depuis ce moment-là. Un article que vous pouvez retrouver dans les colonnes de legrandpop.fr qui parlait justement que tu défendais Indiana Jones 4 un petit peu. Oui, c'est-à-dire que moi je comprends tout ce qui déçoit les gens dans Indiana Jones 4. Je les comprends même de sauter au plafond et de dire c'est nul parce que c'est un petit peu l'effet que le film fait, effectivement. Mais je trouve ça mieux que le film fasse cet effet-là plutôt qu'il fasse peu d'effets. C'est-à-dire... voilà. Alors, je vous propose de rentrer un petit peu dans le vif du sujet parce que là, on tourne autour du pot. Tu nous as pas dit. Oui, c'est vrai. Moi, de mon côté, je fais partie de ces fameux gens qui trépignaient de rage sur leur siège de cinéma sur le 4e film.
Depuis, il y a de l'eau qui est coulée sous les ponts. Et il y a vraiment ce côté où on sait aujourd'hui que c'est Lucas qui a push énormément pour qu'on aille sur ce côté extraterrestre, etc. Et que même Spielberg lui disait, mais je suis pas trop sûr en fait. C'était quand même un scénario que Spielberg avait écrit depuis très longtemps. Non, c'est Lucas qui écrit les scénarios et Spielberg qui réalise. Oui, pardon. Bon, en vrai, c'est David Coep qui. Ouais, et puis là c'est David Cobb qui récupère. Et du coup, le 4 m'avait vraiment, vraiment déçu. Le personnage de Shia LaBeouf, j'avais pas accroché plus que ça. La caricature de passer pendant la guerre froide avec les Russes, ça pouvait être une bonne idée, mais j'étais pas satisfait du rendu. Évidemment, Harrison Ford, Indiana Jones affronte des nazis. C'est un degré d'opposition supérieure, je trouve. Et voilà, donc ce 4, entre les effets spéciaux très discutables, le côté très studio qui, pour le coup, était. Je l'ai ressenti vraiment comme une obligation de cahier des charges et pas comme une envie. Et c'était hors du temps parce que tout le reste était hyper léché, alors que les anciens ils sont en studio, mais c'est pas grave parce que ça fait partie de l'époque aussi où on était encore avec beaucoup d'effets pratiques. Donc j'attendais ce 5 avec ça pourra pas être pire. Donc du coup, finissons sur quelque chose d'un peu positif. Mais j'ai justement une petite question pour vous parce que ça n'engage que vous deux, c'est que on est quand même sur une des rares sagas qui fait un second retour après que le premier ait été foiré. Est-ce que du coup ça a influencé aussi votre attente ou pas? Dans le sens où, pour donner un exemple, quand Star Wars épisode 7, non, si, enfin bref, le J.J. Abrams est arrivé, pour moi c'était le retour de Star Wars. Alors que pour vous, vous avez déjà subi le Royaume de Cristal avant que le film de James Mangold n'arrive pour faire un second retour. Et bon, on en parlera, mais clairement, il y a un petit effacement du Royaume de Cristal. Est-ce que ça a changé votre position, du coup, dans l'attente que vous aviez autour? Oui, si, je pense que tu as raison. Je pense que pour moi, oui, beaucoup. Je pense que tant que Spielberg restait attaché au projet, j'avais l'attente et l'espoir fou que ça devienne l'épisode qui pardonne le précédent. Que tout le monde se remette d'accord, qu'on remette l'église au centre du bled et qu'on se dise ah, bon, allez, il y a eu le 4, c'est vrai, mais il était sympa quand même. Et puis en gros, toute cette saga est géniale. Et quand on l'a confié à Mangold, je me suis dit bon bah merde, là, il y a une fausse note. Il y a une vraie fausse note dont je parlerai tout à l'heure. Je pense que le refroidissement général que le 4 a produit est un argument important, en tout cas une raison importante du plantage au box-office. Parce que là, actuellement, le film est sorti, il va y avoir une semaine, même pas... une petite semaine. Une petite semaine au moment où on enregistre. Et du coup, c'est vrai que les sorties salles, que ce soit aux États-Unis ou dans le reste à l'international, sont quand même pas folichonnes. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout au box-office. Alors, par opposition à toi, je l'attribue pas à la contrariété du précédent opus. Parce que, par exemple, la saga Scream, elle a plein d'opus qui étaient nullissimes. Et finalement, le dernier était le plus populaire. Donc, je pense que ça joue pas beaucoup. Je pense qu'en revanche, l'industrie du cinéma a changé. Les attentes du jeune public ont changé. Les attentes populaires ont changé. Et que finalement, le retour du vieil Indiana Jones, c'est un truc qui parle un petit peu aux intellos qui sont un peu nostalgiques. C'est pour ça que mes parents sont allés le voir dès le jour de la sortie et qu'à Odéon, les salles sont pleines, tu vois. Mais je pense qu'en race campagne, les 5e aventures, ils s'en foutent, ils s'en rappellent même pas. Mais était-ce vraiment un retour d'Indiana Jones? Alors justement, petit disclaimer quand même, hein, jusque-là on a donné un petit peu de contexte, j'ai envie de dire. Là on va rentrer dans le dur, donc évidemment si vous n'avez pas vu le film, on vous conseille de mettre en pause, de le garder le podcast dans vos favoris et de revenir nous écouter une fois que vous aurez vu le film. Parce que là on va spoiler, on est obligé pour pouvoir en parler. Comme des cochons. On va vraiment y aller. Voilà. Et on va justement commencer à parler, au-delà du contexte, même du scénario en lui-même. C'est le retour d'Indiana Jones, un Indiana Jones vieillissant. Harrison Ford a 80 ans passés. Et on est dans les années 69-70, alors que les États-Unis vont sur la Lune. Je vous ai promis une punchline avant qu'on démarre l'enregistrement. Je vais la sortir maintenant. Indiana Jones 4 est un meilleur film sur Indiana Jones que Indiana Jones 5. Une assertion quand même... Je vous ai promis une punchline. Ouais, c'est une bonne punchline. Et je vais vous expliquer pourquoi.
Parce que Indiana Jones pense- 4 je pense que est c'est vrai. resté focus sur le personnage d'Indiana Jones, quoi qu'il arrive. On a eu du coup toute la diégèse autour du personnage, etc., qui trouvait sa fin dans Indiana Jones 4. Dans Indiana Jones 5, le personnage d'Indiana Jones est uniquement utilisé pour donner un contexte autour d'aventures d'autres personnes, en fait. Le personnage d'Indiana Jones n'est pas particulièrement intéressant. C'est juste celui qui donne le goût à l'aventure, hein. Mais c'est pas celui qui drive l'aventure. Et C'est encore, très vrai. j'ai envie de dire, il donne le goût de l'aventure, il est quand même hyper... Enfin, il refuse l'aventure quasiment pendant tout le film. Est-ce que t'as vu un Indiana Jones où Indiana appelait les flics? Ouais, Le c'est vrai, seul c'est vrai, que c'est t'as, vrai. Ouais, c'est pas faux, c'est le c'est pas faux. 5. Mais c'est vrai, il y a ce côté où il veut pas y aller, il a pas envie, il a plus envie. Et du Mais coup, par contre, moi je pense que ça participe au fait que j'ai pas été forcément hyper enthousiaste totalement sur ce 5e épisode. C'est que je suis j'ai vécu l'aventure en carton-pâte. J'ai pas eu ce sentiment et je pense que c'est aussi lié au fait que Indy voulait pas y aller. Donc j'étais pas motivé à y aller moi-même puisque il m'a pas pris par la main pour m'amener avec lui cette fois. Mais c'est vrai que c'est très vrai ce que tu dis. Le film a plus un look de gros blockbuster de 2023 qui se serait passé de toute façon, mais où on prend comme prétexte papy, viens avec nous. Debout papy, on va à l'aventure. Allez, viens avec nous. C'est un gros blockbuster de 2023 qui fait ça. C'est pas vraiment un Indiana Jones. C'est et c'est là où par contre je suis pas d'accord avec toi. c'est un film à gros budget avec Indiana Jones dedans. J'ai tendance plutôt à dire, et je sais que là-dessus on va pas être d'accord, que c'est un bon film Indiana Jones mais sans Indy, parce que ce qui reprend en fait les grandes trames de ce qu'est une aventure d'Indiana Jones, c'est la meuf dont j'ai oublié le nom, la meuf de Fleabag. Phoebe Waller-Bridge. Voilà, Phoebe Waller-Bridge, qui elle va au contraire incarner les valeurs qu'a montré Indiana Jones dans les précédents films. Même si elle incarne aussi un côté un petit peu plus peps, parce qu'elle est plus genre les thunes, mais elle a ce côté charmeur, elle a ce côté je rebondis sur tout ce qu'il est possible de rebondir. J'ai la sagacité de trouver une situation, de trouver un moyen de m'en sortir très, très facilement, notamment la dynamite ou les choses comme ça. Et Indiana Jones, le personnage, est plus observateur de la sagacité de ce personnage de Philly dont j'ai encore oublié le nom, je suis navré. Phoebe Waller-Bridge. Voilà. Et celle qui drive le plot en fait du début à la fin, et on le voit particulièrement je trouve dans sa relation avec le gamin, qui est texto plus ou moins la relation qu'il y avait avec Short Round dans le 2. Oh là 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 là, 2001. comment t'es gentil, hein, parce que moi, la présence de Phoebe Waller-Bridge dans ce film, ça m'évoque juste une réunion chez Disney qui vient de racheter la franchise Indiana Jones et qui se disent bon alors on fait le 5, ok, il faut mettre des trucs dedans, ok, qu'est-ce que les gens ils aiment en ce moment? Ils aiment Fleabag, tiens tu mets la meuf de Fleabag là-dedans, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec Indiana Jones? Elle va faire Fleabag, elle va faire Fleabag, elle lui parle comme dans Fleabag, du coup t'as l'impression qu'ils sont pas en train de jouer dans le même film, c'est hyper bizarre, il y a aucune alchimie entre les deux. Ouais. Alors, Et le gamin dont tu parlais, mais il n'a aucune existence ce gamin. On sent bien qu'on essaye de nous refaire 2001, mais au bout de 3 scènes avec lui, on se dit mais je m'en fous de ce gosse au fait, pourquoi il est là, à quoi il sert? le pourquoi il est là, on peut se le poser. Mais par contre, sur le personnage donc, de Phoebe Waller-Bridge, moi, je suis un peu tiraillé. Parce que j'aime bien le dynamisme justement dont tu parlais, j'aime bien La porte du peps. ce côté où justement elle est moteur de l'action et de pas mal de situations. Mais son côté je suis hyper vénal et pas fiable finalement oui mais finalement non, ce côté dans l'entre-deux, Tu veux il est dire fatigant. l'exact même côté d'Indiana Jones, Ah non, ou selon les films et particulièrement le Temple Maudit, qui est une merde, mais je n'en parlerai pas sur ce podcast. dis donc. Peut être comme ça. ultra en mode moi je veux juste serrer la meuf ou des trucs comme ça, et après genre non, ça appartient à un musée. Tu vois, genre quoi qu'il arrive, on est quand même toujours sur Indiana Jones, peu importe les films, on est sur des personnages qui sont pas les plus creusés du monde non plus, mais il y a toujours un côté hyper joueur. Ça va être avec les femmes généralement, particulièrement sur les 3 premiers Indiana Jones, parce que bon, le 4 c'était déjà un papy, et le côté ultra sérieux. Et quand on a le perso de Phoebe Waller-Bridge, Phoebe Waller. Waller-Bridge, merci beaucoup, mais j'essaie de me retrouver le nom du perso dans le film en fait, désolé. Mais quand on est face à ce perso-là, on est aussi face... Elena Shaw. Elena Shaw, merci. Quand on est face à ce personnage-là, on est face à un personnage qui est désabusé,
Et dès le début, on te le dit. Et du coup, on te dit, son truc, c'est qu'elle veut des thunes et elle s'en bat les couilles du reste, quand bien même elle fait partie d'une lignée qui était plus chercheuse, etc., plus dans l'intellect. Elle a créé un lien avec ce gamin-là, plus ou moins dans les mêmes conditions que Shortround est arrivé sur Indiana Jones 2. Et progressivement dans l'aventure, elle se trouve poussée par Indiana Jones à avoir un côté supplémentaire un petit peu plus subtil. Moi, je pense qu'elle l'avait, mais qu'elle en joue. D'ailleurs, il lui fait la remarque. On retient pas tout ce texte-là si c'est pas. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est un peu plus compliqué. Et cette ambivalence perpétuelle de jouer avec ça, moi, m'a un peu fatigué. J'aurais préféré qu'à un moment, elle soit un peu plus dans un sens ou dans l'autre, parce que quelqu'un de plutôt candide ou au contraire quelqu'un de très vénal et de très arriviste, c'était deux personnages qu'on n'avait pas trop vus dans la saga. Là, on est dans un entre-deux, encore une fois, et bon, après, on va pas épiloguer non plus sur ce personnage. ce personnage. Bah, et honnêtement, ça dépend, parce que tu me l'aurais fait incarner par une grande vedette du moment, genre Jennifer Lawrence ou un truc comme ça, je me serais dit, ok, bah, évidemment qu'on prend... Ça respecte pas PWB. Non, mais tu vois, je me serais dit, ok, on prend quelqu'un de célèbre pour jouer dans un blockbuster. Tu enlèves l'existence de Fleabag, la présence de cette meuf n'a aucun sens, si tu veux. Mais justement, c'est pour ça que pour moi, ton argumentaire du Disney qui réfléchit au truc un peu tendance du moment, Fleabag, c'est pas tendance, ça reste quand même un truc qui est... Bon, c'est populaire, mais ouais. on n'est pas sur un populaire à la Stranger Things, tu vois, genre Fleabag, faut quand même connaître, faut avoir Prime Video en plus, c'est pas le truc le plus populaire du monde, enfin tu vois, genre, c'est quand même quelqu'un qui n'est connu que par un certain pourcentage de la population. Je dis pas qu'on utilise uniquement sa personnalité, je dis qu'on utilise son personnage, c'est-à-dire son sens de l'humour, ce qu'elle était dans cette série. Son nom, oui, voilà. Voilà, qu'on la colle là-dedans, alors que c'est, à mon sens, pas une très très bonne idée de coller ça là-dedans. Ça distonne, quoi. Ça sonne faux. Elle était au scénario donc, du dernier Indiana Jones, du dernier James Bond. Ouais. Et elle devait travailler sur le scénario, mais je crois que finalement non, pas tant que ça. Ouais. Au niveau des dialogues, peut-être un peu, ou même pas. Je crois pas. Elle est pas créditée en tout cas. Elle est pas créditée en tant que scénariste du tout. Mais alors, je vous avais promis de vous faire mon analogie de la boulangerie. En gros, quand j'ai découvert le film au Festival de Cannes, évidemment, j'étais sûr. Enfin, j'avais très envie de le voir pour être sûr de ce que j'en pense. Et quelqu'un qui ne connaît ni très bien la saga Indiana Jones, ni mon rapport à cette saga, m'a demandé, alors, t'étais très excité de le voir, qu'est-ce que t'en as pensé ? Et pour lui expliquer, je lui ai dit, ok, le précédent, là, le 4, c'est exactement comme si je retournais dans la boulangerie de mon enfance, qu'elle est toujours là, qu'elle est toujours tenue par le même mec, et que je lui dis, est-ce que tu peux me vendre un de tes petits gâteaux d'il y a 20 ans ? Et qui me répond, bah non, gars, c'était il y a 20 ans, moi je passe à autre chose, je fais d'autres produits. Donc tu sors, t'es déçu, t'es contrarié, t'es là, les petits gâteaux de mon enfance, tout ça. Là, le 5, c'est comme si je retrouvais la boulangerie de mon enfance, c'est plus le même mec qui la tient, mais il y a les gâteaux de mon enfance, et quand tu les mets à ta bouche, tu fais... Putain, mais ça a plus de goût, votre truc. Et le mec te répond, ah bah ça, je sais pas, faut demander au prestat qui les fait. Hein. Moi, je tiens juste la boulangerie, tu vois. Et je suis d'accord avec toi sur ça, par contre, ça clairement. Ça marche de ouf. Et c'est parce que je trouve que, en fait, le problème que j'ai avec ce film n'est pas avec l'actrice ou avec genre les nouveaux personnages ou des trucs comme ça. C'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas décidé de son ton entre ce qu'on appelle généralement le moderne et le post-moderne, qui est le... Moderne, ça va être premier degré. Pensez Top Gun, on veut représenter les valeurs américaines, on y va jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci. Postmoderne, ça va être, tu vois, genre, le héros, en fait, c'est un salaud. Toutes les valeurs qu'on a essayé de te présenter, bah, ça marche pas, etc. Et Indiana Jones, est un héros moderne, clairement. Et ça a toujours été ultra premier degré, ultra américaine de ouf. Et le perso de PWB, il est toujours un peu on sait pas où elle va. Donc il y a des fois où le scénario a envie de te faire croire qu'elle va plutôt aller dans le contre, et puis il faut faire un détour parce qu'après c'est plus un Indiana Jones, donc on retourne sur le modernisme, et c'est là où j'ai été un petit peu perdu, c'est sur ce ton. Alors, pour le coup, moi j'ai jamais trouvé qu'Indiana Jones était si sérieux que ça. Non, je parle pas de sérieux, je parle de premier degré. Ça veut pas dire forcément sérieux. Justement, il y a quand même un héritage du pulp, tu vois, des céréales, machin, qui fait que ça se prend justement pas trop au sérieux. C'est l'anti-héros. Ah non, mais ce que je veux dire par là, c'est que genre, on te dit que les valeurs, ça va être ça. Du début à la fin, les valeurs, c'est ça.
Indiana Jones, il veut récupérer son artefact, à la fin il le récupère, il aime pas les nazis, à la fin il tue des nazis, enfin tu vois, genre, il n'y a pas de ah oui mais en fait c'était l'anti-héros et en fait machin, Ah oui, vois. tu veux dire qu'il y a, oui, voilà, il y a pas de faux semblant. Voilà, Non, il y a pas de ok, faux pardon. semblant, mais il y a c'est- pas de recherche C'est un de mec tromper ordinaire, le- c'est un universitaire, tu vois, qui se retrouve Oui, voilà. à se tataner avec des nazis. Mais il n'y a et pas tout de ça, quoi. recherche de tromper le spectateur et ses attentes pour Ouais, ouais. voilà, ce qui fait partie du postmodernisme. Alors que le père Elena Shaw, il y a un premier acte où il y a un moment où elle va se retourner, un second acte où genre voilà en fait ça va, et le troisième où ils essayent de tenir un fil ténu qui fonctionne pas forcément super bien, et du coup ça l'empêche de trouver son ton vraiment et de s'y tenir et de faire en sorte que ce personnage aille plus loin que la face quoi. Après, faut pas oublier aussi que c'est très facile d'avoir un récit manichéen au moment de la Seconde Guerre mondiale entre le front de l'Occident et l'Axe. Enfin, les Alliés et l'Axe. Enfin, tu vois, c'est facile de prendre position. Mais c'est là où j'aurais préféré Et- qu'il soit genre full en fait. Et là où ça raconte aussi quelque chose du monde des années fin 60, début 70, qui déjà devient plus complexe. Et où les gens sont peut-être un peu plus, un peu moins, un peu plus, donc de ce que tu veux. Mais c'est vrai que il y a quelque chose qui marche, même si c'est un peu triste à voir et à observer. C'est le fait d'avoir fait d'Indiana Jones, notamment au début du film, un papy casse-pied, un peu réac, qui comprend pas la jeunesse d'aujourd'hui, qui, tu vois, Mais et- ça, c'est merveilleux comme sujet. Et tout le film devrait être ça. et voilà. Tu vois, il y a Et là, il rate ça de pas y aller jusqu'au Voilà. bout, quoi. Il y a un plan qui est absolument sublime dans ce film. Enfin, un plan, c'est même peut-être un ou deux plans, je sais plus. Je crois que c'est un plan. Où il est dans le métro. Et au fait, C'était dans la bande-annonce. c'est le jour où ils sont. C'est le jour où les Américains sont allés marcher sur la Lune. Et donc, il est assis à côté d'un petit gamin qui est déguisé en astronaute. Et c'est merveilleux de voir Indiana Jones dans son costume d'universitaire. Regarder ce gamin et tu sens dans son regard qu'il se dit je sais plus dans quel monde je vis, tu vois. Et tout le sujet du film était là. C'était à portée de main, quoi. C'est là où je suis pas forcément d'accord, parce que je me suis posé la question justement en voyant particulièrement le premier acte du film où on nous présente un Indiana Jones rabougri, Qui etc. fait son pot de départ quand même à la Ouais, retraite. Hein. voilà, et qui fait une vieille vanne, qui file son cadeau à d'autres parce qu'il s'en bat les steaks, etc. Mais non, mais parce que le mec a étudié les artefacts les plus incroyables de l'histoire de l'humanité Et on lui file un truc de chez Wish, quoi. Mais forcément, il en a rien à foutre. Mais tu vois, je trouve que la vanne fonctionne, mais quand j'étais face à ces trucs-là dans la salle de cinéma, je me suis dit, est-ce qu'on est en train de traiter le personnage d'Indiana Jones ou est-ce qu'on est en train de traiter Harrison Ford de la manière dont on le voit sur Internet depuis 10-15 ans? C'est pas Et j'ai impossible. eu l'impression qu'en fait, on me mettait en scène Harrison Ford, le visage public d'Harrison Ford, plutôt que le personnage lui-même. Et ça m'a déplu tout de suite. Et le fait est que, justement, je trouve qu'il y avait un angle intéressant dans cette idée de le traiter, justement, beaucoup plus 2023-like, j'ai envie de dire, à justement faire en sorte que ce soit plus un récit si manichéen, parce que de nos jours, le manichéen ne fonctionne plus du tout au cinéma. Et c'est là où, justement, j'ai trouvé le film constamment le cul entre deux chaises, quoi. Où tu sentais qu'il y avait la possibilité de faire moins manichéen et qu'en même temps, il voulait respecter l'origine de cette histoire et les attentes, le goût de l'ancien, quoi, quelque part. Et du coup, il n'a jamais été ni dans une direction ni dans une autre. Ouais, ouais. Je trouve au bout que c'est un bon film divertissant. Mais alors, par contre, en termes de qu'est-ce que tu as voulu me raconter, à part j'aime bien Indiana Jones, je sais pas trop. Oui, et puis puisqu'on en est à parler de l'épaisseur des personnages, ça fait 2 films que je comprends pas très bien ce que la saga fait avec les personnages en créant, à chaque épisode, en créant 3, 4, 5, et puis dès qu'ils deviennent encombrants, on les zigouille. Parce que ça fait chier. Tu sais, dans le 4, on a été déjà là. Alors, il est où Marcus Brody? Il est mort. Et ton père? Il est mort. Mais l'acteur était mort, je crois, pour Marcus Brody. Oui, en fait, là, Non, je mais- pense que c'est oui, plus oui, que la distribution, elle a pas Ouais. rappelé parce qu'elle était dans la tombe. Hein, Non, mais d'accord, je veux bien. Mais que ce soit la réponse à chaque fois, c'est-à-dire que maintenant, dans ce nouvel épisode, on se dit et il est où ton fils? Il est mort. Oui, et, mais et- alors- et ton nouveau copain qui fait de la pêche? Il est mort. Et ton ancien copain qu'on a vu dans le train, il est mort aussi. Alors, oui, Écrivez, les gars, un peu. oui, mais ok, c'est un peu feignant. Mais ça, moi, ça m'a rappelé une phrase de ma grand-mère quand elle était très âgée.
Et du coup, il y a quelque chose qui marche chez moi. Et ça marche notamment à la fin sur cet épilogue où justement, à un moment, il dit mais pourquoi rester pour qui? Tu vois, il y a tous les gens que j'ai aimés, que machin, ils sont plus là, ils sont tous partis. Et je trouve que de l'avoir isolé totalement, ou presque, puisqu'il y a quand même un happy end, ça raconte aussi quelque chose de le fait de vieillir. Et que voilà, tous les gens que tu aimes, tous les trucs que tu as aimés, tout ça, bah, si toi tu survis, c'était un peu ce que racontait Highlander, quelque part. Bien sûr. Mais voilà, et je trouve que c'est un peu touchant quand même. C'est vrai ce que tu dis, mais c'était déjà dit dans une phrase du début de l'épisode 4, où il dit à son nouveau superviseur d'université, il lui dit « Je crois qu'on est arrivé dans cette tranche d'âge où juste tu perds les gens que t'aimais. Et on n'a plus à attendre, on a plus rien à attendre du futur. Voilà, c'est ça. Vécu on devient de plus en plus seul, et puis c'est tout, quoi. » Mais c'est là où ça souligne juste une chose, c'est que Indiana Jones 5 est un pur produit de la nostalgie. Parce que dans les faits, l'histoire était terminée dans le 4. Et on avait même fait un petit teasing sans vouloir le dire de si on continue, ce sera plus avec Harrison Ford. On nous a quand même remis un papier Harrison Ford qui clairement ne tient plus du tout l'action, et c'est normal. Et il est toujours aussi schmexy, soit dit en passant, mais ouais, il est toujours beau, c'est incroyable. Il est toujours charismatique. Ouais. Mais voilà, il a plus les os et le peps qu'il devait avoir, et c'est tout à fait normal. Mais du coup, est-ce que c'est normal aussi de le remettre dans le personnage d'Indiana Jones, d'attendre de lui qu'il soit Indiana Jones, alors que physiquement il peut clairement plus, quoi. Non, mais ça m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse, de savoir comment Indiana Jones, cette espèce d'actionneur vivant, vieillit, comment il devient vieux et tout décrépit et tout ça. Ça m'intéresse. Mais peut-être que c'est au niveau du scénario, justement, puisqu'on en parle un petit peu, que j'ai vraiment mes plus grosses surprises dans ce 5e épisode et mes plus grosses contrariétés. J'évoquais, je suis désolé, le personnage d'Antonio Banderas, qui est un nouveau meilleur ami d'Indiana Jones qu'on découvre le temps de 3 scènes. C'est là qu'il fallait mettre ça là. Mais c'est là qu'il fallait mettre ça là. Totalement, Et au lieu de mettre ça là à cet endroit-là, ils font revenir ça là, ils nous le teasent dès la bande-annonce. Alors nous, on est là, putain, on est méga content, chaud. John Rhys Davis. En plus, il dit, j'ai apporté mon passeport. Et là, genre, putain, oui. on va partir à l'aventure. Et au bout de 2 secondes, il fait, hey, bon voyage, Indy. Putain, mais pourquoi tu l'as dérangé pour faire ça? Ouais. Pourquoi tu l'as dérangé pour faire aussi peu de choses? S'il était mort dans le bateau. Là, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de bouleversant pour nous. Ouais. Et quand Indiana Jones, dans la scène suivante, dit, attends, moi je viens de perdre un pote, on l'aurait tous vécu dans nos entrailles, quoi. Après, ne pardons pas trop de temps à ce qu'il aurait pu être du film. Non, bien sûr, mais tout est contrariant. Son pote au début dans le train, pourquoi ils n'ont pas ramené Ray Winstone du truc précédent, avec qui on sait qu'il a eu des aventures, plein d'aventures. Ça aurait donné de l'épaisseur et de la cohérence à tout ça. Ah, merde. Alors, par contre, ça nous permet de parler de cette séquence donc d'introduction. Donc si je la résume très rapidement, elle se passe à la fin de la guerre de la Seconde Guerre mondiale. On est en 45. Les nazis sont en train de se faire retourner par les forces alliées, et Indiana est en train d'essayer de récupérer ce qui semblerait être la lance de Longinus, donc une relique sacrée, comme j'aime bien, ésotérico, etc. Relique, voilà, un truc dont on a déjà entendu parler un petit peu, pas un truc sorti de nulle part. Et c'est là où on a donc une bonne vingtaine de minutes, franchement, avec le rajeunissement numérique. James Mangold avait déjà fait dans Logan, du rajeunissement, où il faisait s'affronter Hugh Jackman à 20 ans et Hugh Jackman à 40, voire plus. C'était déjà pour l'époque plutôt bien fait. Là, c'est une IA qui a pris le relais, qui a récupéré énormément d'archives de LucasArts, notamment des scènes coupées ou des rushs, etc. Évidemment, c'est de nuit pour essayer de maquiller quand même un petit peu. Je trouve que ça marche particulièrement bien sur certains plans, sur d'autres c'est plus discutable. Mads Mikkelsen est rajeuni aussi. Faut quand même le signaler. Mads Mikkelsen qui joue le méchant du film. Toby Jones aussi, il est Toby rajeuni. Jones un petit peu. Et franchement, au début, une fois qu'on arrive à passer le bon, ok, c'est lui qui est rajeuni, c'est pas le vrai, je trouve que cette scène, elle fonctionne plutôt dans l'esprit d'Indiana. Elle fonctionne à ceci près, et c'est pour ça que je voulais beaucoup parler de l'absence de Steven Spielberg et de la présence de James Mangold. C'est que
tu sais, il y a quelques jours, on s'écrivait, dès que tu l'avais vu, tu m'as dit, il m'a manqué l'aventure. Et je pense que ce qu'il y a de merveilleux dans les 4 films de Steven Spielberg, y compris dans le 4e, hein, et qu'on voit bien dans les 20 premières minutes du 4e, c'est que Spielberg, il a une magie, qui est qu'il arrive à savoir filmer le mouvement, le dynamisme, comme un truc qui s'écrit un peu en temps réel, un peu formidable. Quand tu regardes les 4 premiers Indiana Jones, les scènes d'action, tu as l'impression que le film se rend compte en temps réel du génie de lui-même. C'est-à-dire que l'action est totalement recyclée à chaque fois. Ça commence toujours par une petite action qui dégénère, qui devient un autre truc, qui est récupéré, qui d'un coup devient Indiana Jones est assis sur une bombe et T'as toujours l'impression que tu pourrais le filmer en plan séquence, le bordel. Ouais, c'est ça. Et justement, Spielberg fait beaucoup usage du plan séquence dans les Indiana Jones. Et c'est ça qui est formidable, c'est cette espèce d'ivresse de l'action qu'il y a dans les premiers films. Et c'est ce qu'il essaye de faire, Mangold, dans les 20 premières minutes notamment, ou dans la course-poursuite en tuk-tuk, là, et tout ça. Mais il a pas la formule, il sait pas le faire. Alors, moi, il y a un autre truc, c'est que la caractérisation et la façon dont on fait entrer en scène Indiana Jones, puisque c'est le héros qui donne son nom à la saga, elle est à chaque fois ultra léchée. C'est-à-dire que dans le premier, on voit d'abord ses attributs avant de le voir à lui, et finalement il rentre dans le champ, il y a la lumière au bon endroit, et c'est Indiana Jones, ce sera lui. Dans le 2, c'est pareil. Généralement, il se prend un bourre-pif dans la gueule. Et il y a un truc qui vient déconstruire. Dans le 2, Spielberg, il fait à la fois une comédie musicale et son James Bond qu'il n'a pas pu faire. Ça donne une séquence d'intro que moi je trouve absolument parfaite, vraiment réussie. Dans la race américaine au milieu de la Chine qui est la chanteuse principale. Ouais, mais le musical. Et dans le 3, c'est une origin story, quoi. C'est une origin story, et une fois qu'il arrive quand même, c'est pareil, son introduction, elle est travaillée. Dans le 4 même... Dans le 4, moi je vous ai fait tout un papier pour vous dire comment c'était incroyable cette introduction du personnage. Et puis il est cagoulé parce qu'il s'est fait embarquer hors champ, et il arrive, on lui enlève le truc, et c'est lui. Enfin, voilà. On le découvre par bout. Il y a l'ombre aussi, il y a l'ombre, le chapeau, le chapeau, l'ombre, tout ça, machin... Là, il y a une maîtrise de l'iconographie du personnage. C'est ça. Et là, c'est un truc qui m'a manqué. C'était pourtant une évidence de le mettre dans ce cahier des charges. Et ça fait partie des choses qui sont un peu manquantes, peut-être, pour marquer les esprits. Quand on le dévoile, donc au début, il est capturé par les nazis. Hop, on lève le sac. Et on le redécouvre comme on l'a découvert dans le premier épisode, c'est-à-dire rajeuni numériquement. Il a 40 ans, on va dire. Et c'est ça la surprise. Et je suis désolé, mais cette surprise est beaucoup plus une surprise qui nous parle de l'IA qui rajeunit numériquement qu'une surprise qui nous parle d'Indiana Jones, quoi. En vrai, ça aurait pu marcher si on l'avait pas teasé du tout dans les bandes annonces ou nulle part. En plus. Non, mais imagine, tu découvres le film, t'as rien vu. T'arrives et là t'as une surprise. Sauf que comme c'est teasé partout et que c'était ça qui était mis en avant quasiment pour faire le marketing autour du film, c'est éventé. C'est éventé et en plus de ça dit rien du personnage. C'est surtout ça en fait qui me dérange avec l'approche de Disney depuis quelques années maintenant. Hein, c'est qu'ils ont tendance à toujours mettre en avant, avant même la sortie des films, leurs prouesses technologiques et techniques. Mais il y a un moment, en fait, on est là pour voir un film, donc il faut quelque chose de créatif, il faut un lien, il faut du contexte, il faut quelque chose de fort et de puissant. C'est exactement ça. Voir Harrison Ford refait aux ordi, alors ça peut être très bien fait, mais le problème, c'est que tu sortiras jamais de l'Uncanny Valley et donc ce sentiment de malaise qu'il y a quand on voit des images numériques. Très proche du réel, mais pas réel. Voilà, c'est pas assez réel pour être réel et notre cerveau s'en rend compte très très bien. Donc c'est ce qu'on appelle l'Uncanny Valley régulièrement. La vallée de l'étrange. La vallée de l'étrange, tout à fait. Mais ça force en tant que spectateur, ça te force du coup à ne penser qu'à ça sur ces scènes-là et du coup oublier peut-être certains détails qui auraient pu être distillés, qui étaient importants pour l'intrigue ou ce genre de choses. Et quand on met en plus toute la communication autour, ça veut dire que la plupart du temps, médiatiquement, on va parler que de ça. Ouais. Et moi, quand je pense à ça, je me dis, ok, t'essaies de noyer le poisson sur autre chose, en fait. Ouais. Genre, parle de la technique avant de parler de tout le reste, parce que tout le reste, si tu l'analyses vraiment,
tu vas te rendre compte qu'il manque des choses, quoi. Mais juste, t'as raison, Disney fonctionne comme ça et ils ont fait à Indiana Jones exactement ce que Disney a fait à Star Wars. C'est-à-dire qu'ils ont repris la franchise en disant ah, ce que vous aimiez, c'était le vieux truc, les Stormtroopers, tout ça, et ben on va ramener le vieux look. Et en attendant, ils n'ont pas de programme, pas de vrai programme pour le scénario, les gens, l'univers et tout ça. Là, ils ont fait la même chose. Ils ont fait ah, vous préférez Indiana Jones quand il se tape contre des nazis et tout ça, machin, quand il est jeune. Et ben on va le rajeunir numériquement, on va ramener les nazis, on va faire exactement la même chose que les premiers films. C'est contrariant. Tu veux un bon moyen d'utiliser le rajeunissement numérique? Tu prends Steven Spielberg, puisque ça se passe en 1969, tu prends Steven Spielberg, lui tu le rajeunis numériquement, et tu fais une scène où Indiana Jones croise Steven Spielberg en train de réaliser ses premiers courts-métrages, et ils ont une petite discussion, et Steven Spielberg il fait j'aime bien ton histoire, elle est intéressante. Ça fait une petite scène où tu as utilisé le rajeunissement numérique. J'entends la petite scène où il y a peut-être 10 étudiants en art du cinéma qui ont fait « Oh, c'est incroyable !» Et genre l'intégralité du public a fait « Pourquoi il parle à un gamin à un moment, j'ai pas compris. » En même temps, Spielberg, ça va. En 69, il avait fait quoi? Non, il y a En pas Blin, quoi. Enfin, il n'y a pas de Jaws encore. Non, mais ça serait marrant de le voir dans le désert en train de tourner en Blin, justement, son premier court-métrage. Et puis là, puisque l'autre il est dans le désert en train de vivre des aventures, ils se rencontrent et ils... Moi, ce que tu disais, Otak, ça me rappelle. C'est pas du Disney, mais c'est sur la série Les Anneaux de Pouvoir, où tout le monde a parlé sans arrêt du prix de la série. Et comme ça, personne ne sait, ou alors toutes les polémiques qu'il y avait autour du casting ou ce genre de choses, et personne n'a parlé juste pour dire qu'il n'y avait pas de scénario. Tu vois, on va pas refaire le podcast parce que c'est le premier qu'on avait fait, il dure déjà 2 heures, mais c'est pour moi le gros danger du prisme nostalgique, c'est qu'à force de faire revenir ce genre de choses, j'en suis moi-même premier client et du coup premier intéressé aussi, mais à force de se baser juste sur cette nostalgie, et du coup à faire en sorte que toute la machine médiatique tourne autour de ça, bah on noie le poisson sur mais t'as un vrai film ou pas? Et au bout, cet Indiana Jones 5, je trouve que c'est un vrai film, il n'y a pas de souci, c'est une belle petite balade dedans, dans un univers qui me plaisait déjà à l'époque et qui me plaît encore aujourd'hui, avec des personnages que je trouve relativement sympathiques. Est-ce que ça a été vraiment un film qui justifie sa création et qui justifie son scénario? Pas vraiment, j'ai plus l'impression qu'on m'a dit désolé pour le 4 pendant 2 heures, le 4 aurait dû être celui-ci. Sauf que du coup on a quand même utilisé pas mal d'éléments qui étaient très importants dans le 4, donc du coup on peut plus vraiment les réutiliser, donc on va faire en sorte de tuer la moitié de ce qu'on a fait, de faire revenir l'autre moitié comme si c'était une surprise à la fin, alors que pas du tout. Évidemment c'est Marion, parce que c'est le seul personnage féminin que vous avez bien écrit de toute la putain de saga, évidemment c'est le seul qui va revenir, donc enfin moi j'aime bien ça. Il y a une fermeture, il y a quelque chose certes. Mais alors, est-ce que, tu vois, rétroactivement, tu me diras, j'ai payé ma place 5 balles, donc je suis pas si mécontent, mais rétroactivement, est-ce que j'aurais payé 14 balles pour ça? Non, en fait, juste alors, non. Juste, si je peux rebondir pour essayer de recadrer un petit peu les choses, tu parlais du scénario, et justement, j'ai envie de vous y amener. Donc, si je devais le résumer en une phrase, en gros... alors qu'il est à la recherche de la lance de Longinus dans les années 40, ce cher Indiana Jones se retrouve à découvrir un fameux cadran qui serait donc d'origine grecque. Une Casio, mais alors vénère quoi. Donc qui serait d'origine grecque, et il y aurait une partie, ça aurait été créé par Archimède, et ce qu'on apprend au fur et à mesure, la légende raconte que c'est appelé au Kézak, mais surtout que ça permettrait d'ouvrir des failles temporelles pour être un voyageur du temps. Voilà. Alors, sur ce sujet, et ça va être le truc à retrouver en plusieurs parties, ça va donc amener course-poursuite sur course-poursuite, parce qu'on va en parler de course-poursuite, parce qu'il y a un moment où le Too Much vient le disputer au Too Much, mais avant ça, moi j'aime bien le côté de cet artefact grec, parce que c'est à la base un truc qui existe, la machine d'Anticythère. C'est un vrai truc que des archéologues ont trouvé dans une épave de bateau donc au large de la Grèce. Ouais, c'est un bon truc, c'est un bon MacGuffin quoi. Voilà, ouais. et sauf que bon, ils rajoutent évidemment tout le côté voyage temporel et tout ça. C'est à la base un mécanisme incroyable qui prouve tout le génie qu'avaient les savants de l'Antiquité grecque et de l'Antiquité au global même, qui permet d'observer le mouvement et d'étudier le mouvement et de prédire le mouvement des planètes.
Donc c'est déjà quelque chose au niveau calendrier Eclipse, c'est quelque chose de colossal. Il y a des rouages qui ont été étudiés par les ingénieurs de Hublot aujourd'hui dans l'époque moderne. Et il y a des crantages de rouages qu'on savait pas que à l'époque ils étaient capables de faire. Et pour vous dire la complexité du bousin, il y a même des roues rondes qui ont un mouvement de balancier qui permet de reproduire le mouvement elliptique des astres dans l'espace. Donc c'est quand même assez incroyable. Je suis désolé, j'ai entendu ça au moins 20 fois bourré à 4h du mat avec toi qui t'enflamme et les mais yeux du coup, de pouvoir parler, de se servir de ça, je trouve que c'est une super idée. Par contre, derrière tout ce que ça amène, je suis exactement comme avec les crânes de cristal, c'est-à-dire qu'il y avait une évidence à aller chercher, en l'occurrence dans le 4, juste les cités d'or, plutôt que d'aller sur les rencontres du troisième type. Et là, on a un artefact qui est très peu connu au final, puisque moi je m'intéresse à ça, je peux en parler, mais en vrai, par rapport au Graal ou à l'Arche d'Alliance, t'as pas le même waouh, quoi. Oui, on mais n'est pas dans la même cour, quoi. Enfin, je veux dire, ça reste quand même quelque chose qui est cohérent dans le contexte historique. Tu pouvais t'en servir pour aller chercher Atlantide. Non mais certes, mais tu vois, t'aurais pu faire 14 000 trucs, mais le fait est que vu on reste quand même sur Indiana Jones, qui pour moi est quand même la formule popcorn par excellence. J'aurais même tendance à dire qu'il en a quand même créé certains des gros carcans. Le popcorn, t'es obligé d'aller de plus en plus loin, de plus en plus spectaculaire. Donc c'est Indiana Jones, peu importe ce qu'on en aurait fait, peu importe les multivers qui pourraient exister autour des scénarios d'Indiana Jones, il y aurait toujours eu un moment où ce serait parti ultra loin, l'espace, le temps, etc. Ouais, tu vois. sûr. Donc, tu penses pas que, en plus, ils l'ont fait en jeu vidéo, l'Atlantide. Bah justement, c'est déjà fait. Pourquoi tu veux le refaire? Mais personne le connaît, personne n'a joué à ce jeu. Si, moi. Non, mais d'accord, on est deux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc qui parle de base à l'opinion publique, enfin, tu vois, aux gens. Le mot Atlantide, tu en as déjà entendu parler, la machine d'anticitaire, tu en avais déjà entendu parler si je t'avais pas parlé de Savouré. Mais justement, j'ai un contre-exemple rapport à ça, ou plutôt un contre-argument, qui est que c'est déjà bien qu'Indiana Jones se base quand même sur des choses qui sont relativement existantes pour après partir super loin, certes, parce que du coup, ça peut quand même te titiller un peu la curiosité, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui vont voir ce film qui effectivement ne sont pas au courant du... La machine d'anticitaire. Merci beaucoup. Et qui vont après se dire, mais attends, ça existait ce truc, tu vois. Au même titre que, ça me fait penser à encore autre chose, mais en même temps, c'est inspiré par ça. Assassin's Creed, où ça se barre en sucette sur l'histoire, mais quoi qu'il arrive, ça peut quand même titiller ta curiosité sur certains jalons de l'histoire qui ont été utilisés. Il y a une entrée qui est quelque chose de tangible. Voilà, alors, j'ai une question pour vous deux, pour le coup. On spoil, hein, donc toute la phase finale est un truc un petit peu extraordinaire qu'on voit arriver quand même de très très loin. C'est que pour finir, Indiana Jones va remonter le temps, il va entrer dans une de ses failles temporelles. Il va arriver en moins 200 pendant la prise de la Sicile par les Romains. Et il va rencontrer Archimède. Quel est votre rapport à vous à cette scène-là? Parce qu'on avait beaucoup parlé dans le 4 du moment où on voit les petits hommes verts et que là, ça y est, c'était too much et tout ça. Alors, j'ai la même approche. C'est-à-dire que si tu prends dans le 4, on pouvait à la limite le rattacher à une civilisation extraterrestre, les anciens astronautes et tous les bordels comme ça des complotistes, mais il n'y avait pas besoin de faire un gros plan sur un alien qui te regarde et qui parle. Et là, on pouvait avoir l'avion qui passe par la faille, survoler la bataille et peut-être reprendre une autre faille et voir un autre moment de l'histoire. Enfin, je veux dire... Mais par contre, de s'arrêter, de parler avec Archimède, et il se dit, ben ouais, parce que moi je sais pas la faire tout seul, donc j'attendais qu'on me la ramène, parce que comme ça, la boucle temporelle, en plus ça tient pas. Et c'est comme si dans le 1, à un moment, il y a Dieu qui arrive et qui fait oh non, le nazisme c'est pas bien, et qui foudroie les gens en balançant des éclairs en Zeus, quoi. Pas avec des mots, mais c'est un peu. Oui, mais il apparaît pas. Oui. Il apparaît ça pas. se trouve, s'ils avaient eu les moyens à l'époque, il y aurait vraiment eu genre. What up, guys? Mais non, mais tu vois, il apparaît pas comme ça. Et je veux dire, le chevalier du Graal dans la dernière croisade, moi j'aime beaucoup le fait qu'il essaie d'attaquer et le poids de son épée l'emporte à la renverse. Et à partir de là, il y a juste de la déférence avec un chercheur qui est le père d'Indy, dans lequel ils se reconnaissent de loin. Il y a tout le côté sur ce qu'on peut attendre du Graal et ce qu'était le Graal quand on réfléchit quand même 2 secondes. On était quand même encore bien avant le Da Vinci Code, donc on est vraiment dans le Graal, c'est un vase. Mais du coup, il y a vraiment tout ce truc-là, et là, on est encore une fois dans le
Ah bon, on pouvait être subtil, mais on a décidé de pas le faire. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, mais je trouve qu'il y a des petites choses de cette séquence que je trouve habile. Je suis d'accord avec toi sur le reste, mais. J'aime voir, excuse-moi, je te coupe. J'aime voir les fameux miroirs dont on parle et dont on a dans le film, on en parle en tout cas, qui détournent le soleil pour faire brûler les bateaux ou les grues, etc. C'est des trucs. Mais surtout, mec, que Mais qu'on l'avion qui arrive crée le mythe du dragon, qui crache du feu, etc. Tu vois, genre, je trouve ça pas bête, je vais pas te mentir. Mais parce ça, que c'est je pas mal, reste dans le côté très pop de ce que ça apporte, tu vois. Donc j'ai pas eu ce sentiment de machin, même si c'est vrai que je trouve qu'ils en font too much. Moi, pour être honnête, la scène, je l'ai trouvée plutôt fun, ça m'a fait rire. Ce qui m'a fait chier, surtout, c'est le contexte d'Indiana Jones, qui est là genre, non mais moi je veux rester. Mais enfin non, parce qu'il a plus rien et donc du coup t'en restes Mais là oui, parce sauf que qu'il c'est voit enfin pas tout ce qu'il a étudié du en tout vrai. cohérent avec le personnage. Ça n'a jamais été son délire. Du début à la fin de tout le truc d'Indiana Jones, ça a jamais été genre j'avais envie de vivre à l'ancienne. Et ça a jamais été de genre je vais créer une faille putain de spatio-temporelle en fait. C'est non, il y a des trucs qui sont importants pour comprendre l'humain maintenant et il faut les mettre dans des musées pour les rattacher à tout le monde. Que sa réaction soit je vais rester et créer une faille spatio-temporelle de malade. Il est blessé, il est je trouve désabusé. Mais je trouve que c'est n'importe quoi en fait, parce qu'on est quand même face à un homme de lettres, tu Une vois. faille, mais un paradoxe, c'est ça Ouais, que mais tu veux dire. oui, pardon, tu vois. Oui, non, mais mais ça n'est pas du tout cohérent par rapport au perso. en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est bizarre qu'il ait cette réaction-là. C'est un peu bizarre qu'ils se mettent à parler comme ça, à dire, à devenir En fait, un petit peu passionnel, à devenir un peu romantique, à dire je veux rester là, etc. C'est un peu chelou. Mais il se pense mourant aussi quand même. Il se pense mourant, c'est un peu vrai, et du coup. Et combien de fois il s'est pensé mourant sur tous les autres films, et pourtant pas sa 80 réaction ans c'était passés. genre au pire fuis quoi, tu vois, genre. Ça a jamais été Nick c'est grand mort, moi je veux voir Archimède pendant 2 minutes quoi, tu vois, genre. Moi je pense que Menro avait la bonne solution, parce que moi je suis absolument comme toi, c'est-à-dire que qu'on survole la bataille, qu'on voit un petit peu les trucs, ok, après tout un épisode de Kaamelott, je suis pas sûr, hein, mais s'ils avaient réussi à faire une scène où justement l'avion passait de faille en faille et on pouvait passer de civilisation en civilisation, d'époque en époque, et regarder le visage d'Indiana Jones qui voit tout ça. En plus il l'aurait fait en 12 parsecs. Incroyable. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça aurait pu faire une très très belle séquence vraiment émouvante, quoi. Je pense que si vous aviez eu cette séquence, vous aurez crié encore plus, parce que du coup, on part dans la science-fiction si on traverse trou par trou et qu'on va d'époque en époque, Je sais en fait. pas, Quoi. on l'aurait survolé et c'est ça que j'aimais bien, c'était plus de suggérer. Mais imagine, on arrive au moment où tu survoles Tanis et tu vois les mecs en train de mettre l'arche au fond. Enfin, tu vois, il y avait un truc de boucle du retour vers le futur. S'amuse beaucoup justement dans le 2 à revenir sur le côté coulisses du premier film et à expliquer que tu revois la même séquence, mais en fait Marty était là et c'est parce que c'est ce qu'il fait dans le 2 qui fait que le 1 ça marche. Tu veux dire que dans un film de science-fiction c'est cohérent, par contre c'est un peu... Par contre dans Indiana Jones tu veux que ce soit cohérent alors que ça le serait pas du tout par rapport au film. Non mais je me dis, quitte à vouloir boucler la boucle, à vraiment vouloir faire une sorte de buff final, vas-y jusqu'au bout, mais me mets pas 10 minutes avec Archimède quoi. Ça, je suis d'accord. Enfin, tu vois, c'est. Mais pour moi, c'est. Puis l'avion qui se pose et l'avion qui redécolle, il peut pas décoller. Là, il y a des rochers là, à Syracuse, on le sait. C'est pas possible. Et pour moi, c'est un passage léger, tu vois. Mais je l'ai pas pris. Je fais exprès de surjouer le truc. Bien sûr, on est en podcast. Par contre, j'ai un coup de gueule à faire. Ouais, vas-y. Envoie. J'ai un coup de gueule à faire. Ils sont rares, mais ils sont bons. Parce que j'ai eu la chance de visiter la Sicile grâce à vous d'ailleurs. Hein, ça faisait partie d'un cadeau pour un de mes gros anniversaires. Et du coup. À Syracuse, quand tu es donc sur la ville même, un peu à l'écart, il y a un grand parc. C'est un peu comme genre les buts de Chaumont pour chez nous à Paris. Et au milieu des buts de Chaumont, il y a eu les carrières de gypse et donc il y a une petite grotte. En fait, quand tu es dans un de ces jardins-là à Syracuse, qui est à côté de fouilles, évidemment, parce que c'est un site méditerranéen et donc antique, il y a l'oreille de Dionysos. Et elle est dans ce parc. Elle n'est pas à côté d'Agrigente, à l'autre bout de l'île, là où tu as un temple. Voilà. Et quand tu connais les lieux, tu fais, mais moi je suis sorti du truc complètement.
Mais est-ce que tu sais que genre 95% des films hollywoodiens c'est complètement Oui, mais éclaté quand là-dessus tu l'as aussi, vécu vois. il y a moins d'1 an et que tu fais c'est pas du tout comme ça, je suis désolé. Certes, c'est très personnel là pour le coup. ouais. J'ai une toute petite anecdote qui rejoint la tienne. Mais c'est comme à Petra, tu vois, il y a rien au fond derrière la grille, Ouais, derrière c'est ça. le mur quoi. C'est que je suis allé à Venise pour mon voyage de noces et que j'ai tenu à aller voir l'église dans laquelle il y a la bibliothèque. Et c'est con, mais on pourrait s'en douter, mais Il y a en pas fait, le X, c'est mais il y a même pas de bibliothèque à l'intérieur. Je veux dire, c'est une toute petite église. Ce qu'on nous montre dans Indiana Jones, c'est beaucoup plus grand. Enfin, l'espace ne colle pas, l'espace intérieur ne colle pas avec. la À taille ce du moment-là, truc, les quoi. gars, il n'y a pas de réseau d'assassins dans les métros de Paris et je suis dégoûté, quoi. Tu vois, genre. Évidemment, c'est du cinéma, mais là, je veux dire, comme je l'ai expérimenté en vrai, vraiment, il y a pas longtemps, et que Ouais, je j'avais comprends. l'oreille de Dionysos, ça reste un truc qui est somptueux à voir. Cette ouverture dans la Mais faille de la vraie rocher. question est est-ce que tu as fait résonner le grand pop Alors, j'ai pas fait résonner le grand pop, mais par contre, c'est vrai que c'est sublime quand tu rentres dedans, et ça permet de faire un contre-jour sublime. Par contre, à l'intérieur, c'est nul, il y a rien. Hein. Il y a Ouais, juste des canettes de coca pétinées en vrai. Hein, donc, mais bon, voilà. Apparemment, il y avait un pont de singes et des insectes géants. T'as juste pas Et- su regarder finalement. hein. Et du coup, je reviens dans ma frustration de j'ai pas eu l'aventure. Bah, quitte à me faire des sous-sols avec comment dire, des mécanismes et des machins comme ça, quand ils arrivent dans la pièce où il y a des miroirs, mais fais-moi une énigme avec des miroirs, mets-moi un peu de grandiloquent et pas juste du. Ça marche une fois parce que avec l'histoire de l'eau et du méthane. Je vais en parler dans les gimmicks manquants. de Ok, ça. bah écoute, je pense que c'est le moment. Bah, à ouais, la allons limite. dessus en vrai parce que j'ai envie d'en parler aussi. Ouais. Ouais. Déjà, qu'est-ce que c'est de Déjà, quoi tu dans, voulais dans- nous dans parler les gimmicks manquants, il y a 2001. Hein. Et imaginez s'ils avaient fait revenir 2001, ils avaient juste un acteur qui avait gagné un Oscar récemment. Ouais, ça, j'ai pas compris. D'autant que c'est ballot. sur les premières présentations du film, etc., ils l'ont invité. Ils ont C'est- fait. Mais c'est un lui bout qu'il de fallait com' mettre à dessus, New York et ça là à la place d'Antonio Banderas. Ouais, ou même tu mets 2001 à la place d'Antonio Banderas, c'est bien. Il se fait buter et tu refais le plan où il l'étreint contre lui, qui était quand même un plan complètement bouleversant dans le 2, quoi. Tout ça aurait été une meilleure idée. Bon, Appelez-nous Hollywood, appelez-nous ça la refait prochaine le fois. film, on ça va, refait le film. on va recentrer un petit peu le débat encore une fois. Alors, C'est quoi les gimmicks manquants? Déjà, de quoi tu veux nous parler? des petits passages obligés qu'il y a dans tous les Indiana Jones, y compris dans le 4, et qui amusent forcément Steven Spielberg de faire revenir dans chaque film. Et j'ai l'impression que James Mangold, il a pas très très bien compris ça. Tu veux dire comme cette espèce dès le départ de jouer avec le logo Paramount? Voilà. Pourquoi j'ai mis le t-shirt que tu m'as offert d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est très bien. C'est pour mes 35 ans. Voilà, alors déjà, je voulais parler du logo Paramount. Alors, dans chaque film, le logo Paramount Donc déjà, décris-le commence parce le qu'on film. on est qu'à l'audio là. C'est le logo Paramount, c'est donc une montagne avec des étoiles, un cercle d'étoiles autour d'une montagne. Et ce logo commence chaque épisode d'Indiana Jones et se fond dans le décor du premier plan. Dans le premier, c'était une montagne, hein, tout simplement. Dans le deuxième, c'est un dessin sur un gong. Dans le troisième, c'est un rocher qu'il y a dans la vallée de la mort aux États-Unis, où commence le film, il me semble. Et dans le quatrième, c'était Le monticule d'une marmotte. la petite taupinière, Oui, ce qui avait taupinière, déjà ouais. beaucoup contrarié les gens parce que ça annonçait complètement la couleur du ton, c'est-à-dire que on va plus se moquer d'Indiana Jones que vous faire un vrai épisode d'Indiana Jones. Là, dans celui-là, c'est quoi? Il y a pas. Il y a juste le logo Paramount au début, il me semble. Et non. Et non. Alors, le logo Paramount y est toujours, ça c'est vrai. Toi, tu sais ce que c'est? Pas du tout pour le Pas coup. du tout. Alors, comme c'est Disney qui a racheté le premier logo, c'est Disney. Le deuxième logo, c'est Paramount parce que ça reste une franchise Paramount. Et en troisième logo, ils ont mis Lucasfilm qui se fond dans le verrou de la porte du camion qui déverrouille pour sortir Indiana Jones, qui est cagoulé. Pas avec le logo Paramount, Déjà, mais avec on celui ne de joue Lucas. pas avec le logo Paramount, on joue avec le logo Lucasfilm. Et en plus, est-ce qu'on peut s'accorder que c'est une très mauvaise idée, juste, pas très inventive? Oui, mais quand on parle de ne pas conserver les gimmicks, moi j'entends on a conservé le gimmick du truc qui se fond sur le premier plan. Oui, c'est mais juste ça- pas la ça- marque attendue. Ça devrait et pas être le bon le truc. logo Paramount déjà. Ouais. Et en plus, ça devrait se fondre en un truc ingénieux, pas en un putain de verrou dont on se fout complètement. Comme une mode de marmotte, un Bah, truc comme ingénieux, une mode quoi. de marmotte où là tu lances un signal si tu veux, tu as un vrai discours. J'entends une certaine nostalgie là-dedans. Après, je un vais pas logo te mentir, gris qui se fond dans du métal, c'est vrai que bon. Oui, fair enough après, mais bon, là on est dans le titillage le plus absolu quand même. hein. Ben, moi ça m'a déçu quoi, c'est-à-dire que le film n'a pas commencé, on n'a pas servi la première balle que je suis déjà en train de faire. Faux.
Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup dans les gimmicks Alors, manquants? qu'est-ce qu'on a d'autre dans les gimmicks manquants? Normalement, il y a toujours une scène avec un serpent. Et je suis désolé, mais C'est vrai. un serpent est un serpent, c'est pas une anguille ou une murène. C'est un serpent. En plus, elles sont nulles, leurs murènes. Elles font pas peur, elles sont en numérique, il n'y a aucun enjeu Ouais, dans la scène. il y a- Enfin. c'est un des gros problèmes, c'est le numérique quand même. Bah ouais. Il y a surtout, il faut surtout pas qu'elles te mordent, elles te lâchent pas et elles se font pas mordre alors qu'ils sont au milieu. Et Mais que- ouais. C'est dommage. Et c'est vraiment dommage, alors que même la scène du 4 avec le serpent, elle est hilarante, quoi. Alors, Elle est excellente. rappelle- Elle est géniale. rappelle-moi, je m'en C'est- souviens C'est quand plus. il tombe dans la sablière et que Il a la pas seule- trouvé de corde. Il a pas trouvé de Ah corde, oui, la seule ah corde oui. qu'il trouve, Donc il envoie un c'est un serpent. Du coup, il lui envoie le serpent dans la gueule 80 fois en lui disant prends la corde, prends la Dis-moi corde. que c'est une corde. Dis-moi que c'est une Et corde. l'autre, il fait non, mais je préfère crever que de choper ça, tu vois. Ah mais je touche le fond là. Je sens gelé. C'est ça. Ok, soit. Bah, c'est quand même facile de faire Ils une ont scène essayé avec de un l'apporter, serpent, quoi. mais en fait, ce qui marchait avec les serpents, c'est que c'était pas des effets spéciaux, c'était des serpents. Bah oui, quoi. c'est ça. Alors C'est que ça. là, c'est genre, non seulement c'est pas vraiment des serpents, et en plus, c'est les effets spéciaux un petit peu claqués, Bah ouais. semi-marchent, mais faut vraiment que tu fermes un peu les yeux sur certaines choses, quoi. Le seul clin J'avoue, d'œil c'est au pas ouf. serpent, c'est le gamin qui dit ah, les anguilles, ça ressemble un peu à des serpents, et Indiana Jones qui fait mais non, pas du tout. C'est un peu pourri, quoi. Alors, sinon, il y a toujours une scène avec plein d'une créature. Dans le premier, c'était donc plein de serpents. Dans le deuxième, c'est plein d'insectes. Dans le troisième, c'est plein de rats dans les Ouais. catacombes de Venise. Les catacombes de Venise. Bon, pardon, les incohérences, voilà. Et dans le 4, c'est les malheureuses fourmis rouges numériques. Là, Mais c'est- il y a des insectes, mais en version vite fait. alors si c'est ça la scène, elle dure littéralement 15 secondes. A hein. priori, on peut compter les anguilles, hein, parce que c'est le moment où il y a le plus d'insectes, d'animaux à l'écran, quoi. En fait. Peut-on, mais alors à ce moment-là, le truc te fait même pas peur. hein. Même les C'est fourmis juste que rouges la- étaient mieux, quoi. Je pense que l'hommage est là, mais la scène est pourrie. Ouais, c'est ça. juste ça. Mais genre, c'est coché, c'est juste pas super bien, quoi. Bah ouais. Alors normalement aussi, dans chaque épisode, il y a un combat entre Indiana Jones et un gros balèze. Il y est là, le gros balèze. en plus. Alors le gros balèze y est. Et il est gros et balèze en plus. Et alors, hein, pour le il est coup, particulièrement, il est gros et balèze, voilà. Ouais. Et normalement, le combat devrait se terminer par une mort épouvantable pour le gros balèze. Ça a été toujours le cas dans... Il y a celui qui se faisait happer par l'hélice de, Voilà, de c'est ça. l'avion. Celui qui se fait rouler dessus par le Euh, rouleau pardon, compresseur, Oui. celui qui se fait rouler dessus par le char dans le 3, Et celui qui se fait bouffer par les fourmis. les fourmis rouges dans le 4. Ouais, ouais. Là, alors on se dit que probablement le combat n'a pas lieu parce que Indiana Jones a 80 ans et que c'est pas possible qu'il se batte avec un gros Ouais, mais balèze. c'est lui qui aurait pu être sous l'eau et l'attacher au truc. Tu Alors vois, il aurait pu faire ça, ou tout simplement ils auraient pu se battre quand même just for all time sake, tu vois, et au détour de un hasard complètement débile, le gros se fait buter par un truc que Indiana Un Jones tiers, aurait quoi. pas, ouais, voilà, truc tiers. aurait pas géré ou un truc comme ça. C'est très décevant de pas assister à ce Non, combat-là. encore une fois, tu vois, genre, je sens que c'est le genre de truc qui aurait fait crier les gens aussi, tu vois, de genre, on fait cette scène et au final, c'est genre un espèce de truc complètement éclaté qui fait en sorte que Indiana Jones. Non, parce qu'il gagne toujours. gagne. Il s'en sort toujours. Il va être, dans tous les combats qu'on a décrits. Ah, il c'est perd toujours à chaque au fois. fil, Oui. Et au c'est fil du rasoir. c'est Ouais. le truc extérieur qui fait que donc ça Mais aurait été là, pareil. Manu Best of Plus qui arrive en mode je vais mettre une claque à Harrison Ford, on est Bah, il d'accord lui qu'il arrache met la une tête. pichenette, c'est terminé quoi. Donc Ah bah oui, il faut pas que il y ça a un passe. moment aussi où Justement, c'est pas ça aurait cohérent été quoi. d'autant plus drôle, je trouve. Mais enfin bon, bah, Que le héros meurt au bout de 30 minutes, ça aurait été exceptionnel. non mais genre tu te dis il y a No Match, comment il va s'en sortir. Enfin il y a tellement No Match là que Voilà, il aurait dit ouais, ah il y a un truc derrière. Ça Mais fait c'est- même pas un bout de marshmallow, tu vois sur. mais sur voilà, le mais ventre là du tu garçon. m'écris une bien meilleure scène que la mort de ce pauvre mec qui Mais ils l'ont fait 4 fois dans tous les films. Oui, Oui, la mais- moitié du temps c'est ça quoi. Tu Mais vois. tu vois, tu imagines, je sais pas, il met une plaque en métal là, qui cherche dans son truc, le mec il tape dans le ventre, il se fait mal au poing et là il en profite pour. Je sais pas, enfin, il y avait possibilité. Il y avait- On peut ouais. trouver plus d'idées Et comme puis ça surtout, en 4 secondes. T'es dans un épisode, faut le faire quoi. Sinon, autre gimmick, la mort du méchant doit toujours être une mort, alors atroce et douloureuse, et par arrogance. Et là, Mads Mikkelsen, il meurt pas du tout par arrogance. D'ailleurs, il renonce à sa propre arrogance 2 secondes avant d'entrer dans la faille. Il se fait happer par la faille, mais il dit ah non finalement faut pas y aller, faut pas y aller, et il meurt comme une merde dans un crash d'avion quoi. Bah, il est. Après, oui, mais j'ai l'impression qu'ils ont remodifié ça dans on va dire, les 5-10 minutes de l'avion où là, il panique, tu vois. Où il y a cette fin de l'homme qu'on présente comme extrêmement narcissique, extrêmement orgueilleux, tu vois, très fier de son génie, le peintre fier de son génie. Et
par contre, t'as 5-10 minutes de je me chie dessus, je ne sais Oui, pas du mais tout voilà. quoi faire. Voilà. Et je pense que ça compte quand même comme ce petit truc, tu non, vois. les 4 méchants précédents, il y a aucun moment où ils se chient dessus. Il y a toujours un moment où ils arrivent, ils volent l'artefact à Indiana Jones, ils font ils ah, fondent. mon plan va marcher. Et ils fondent. ou ils implosent. Oui, voilà. Ou ils vieillissent, ou. Mais ils là, se font bouffer par des tu vois, crocodiles, genre, ou- un crash d'avion, tu peux pas y aller très fort. Donc je pense que pour compenser un peu ce manque-là, ils nous l'ont présenté vraiment au plus bas de lui-même, quoi. Chose qu'on n'avait pas vue avant. Dans Moi, ça m'aurait Indiana fait Jones, marrer certes, que ce mais- soit lui qui se prenne l'espèce d'énorme tir de trirème là. Oui, ouais. Tu sais, le puits en fer, comme les Uruk du Seigneur. En pleine Ils- là, gueule. comme ça, et ça le fait sortir de l'avion. Et tu vois, il y a un truc Ouais. complètement con. Pendant qu'il est en train de dire ah mon plan a parfaitement fonctionné, je vais devenir le nouveau Kaiser du Troisième Reich, tu vois. Ça aurait été vraiment marrant. Il y a toujours une scène où Indy se balance avec son fouet. Oui. Il accroche son fouet à quelque chose. Là, Et il se je balance. pense qu'il y a des raisons évidentes de j'ai 80 piges et lever les bras, c'est difficile pour moi déjà de base, tu vois. Mais déjà dans le 4, il faisait une blague là-dessus. Faites une encore meilleure blague là-dessus. Je m'en fous, tu vois. C'est son gimmick. Indiana Jones, quand on pense à Indiana Jones, on pense à un mec avec un fouet qui fait sur un truc et qui se balance après. Donc, Dans le 4, ils ont respecté ce truc-là, c'est juste que c'est Shia LaBeouf qui fait le singe et ça a pas beaucoup plu. Hein. Non, dans le 4, la scène d'intro, la scène d'action commence par ça. C'est-à-dire qu'il monte sur des caisses, il Oui, essaye oui. de s'accrocher, puis il se loupe comme une Autre. il Ne se loupe prends comme pas une grosse premier degré mes vannes. Non mais justement, et du coup ça commence l'ivresse de l'action dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai que chez LeBeouf dans le 4, il me manquait que Phil Collins et c'était Tarzan, quoi. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. J'en ai 2 dernières. Il y a toujours l'usage très très important de l'ombre projetée d'Indiana Jones. Et là, Ça, oui. il a pas compris. Il a pas compris qu'il faut faire usage de. Et je voulais en parler parce que je sais que ça t'a contrarié aussi. Il y a toujours normalement des booby traps, des pièges, des pièges mortels dans lesquels Indiana Jones, il doit les C'est déjouer. là où il etc., utilise normalement machin. son intelligence et sa C'est culture ça. pour déjouer. C'est là où tu vois que le héros d'action a aussi un gros cerveau. Normalement. Exactement. Et là, le seul piège n'en est pas vraiment un, c'est-à-dire qu'il y a une salle où il y a du méthane qui n'impacte que Phoebe Waller-Bridge, on sait pas pourquoi. Lui, Indiana Jones, il s'en fout complètement du méthane. Elle tousse, lui pas du tout. Lui, En il même joue temps, avec il a survécu à un incendie dans du pétroléum. Oui, non, mais, bien sûr, il survit à tout. Mais Voilà. bon, donc il y a une baignoire là-dedans, et puis il faut qu'il joue avec la baignoire en mettant des pierres dans la Mais baignoire, parce que ça la la fait poussée déborder, d'Archimède. etc. Machin et tout. C'est le seul piège qui n'en est même pas vraiment un. Qu'il y a de tout le film, c'est quand même très dommage. C'est pas un quoi. piège, c'est juste pour ouvrir la porte en plus. Enfin, tu vois. C'est pour vrai. C'est là où la seule énigme du film est résolue par Shaw, qui est le truc en cire avec tous les. Où il faut le brûler. Voilà, où il faut ouais. le brûler en prime, etc. Et c'est un truc qui marche en 2 temps, où la meuf, elle, déchiffre, voilà, ça en français, c'est déchiffre les inscriptions de la tablette, et Indy arrive après en mode genre, attends, il y a un truc en plus, parce que là c'est de la cire et c'est trop lourd. Et je trouve que ça marche. Oui, ça c'est parce qu'en voilà. plus il y a une histoire c'est comme quoi la tombe d'Archimède, en vrai on sait pas trop où elle est. Ouais. Ils disent que c'est en Sicile, mais effectivement il y a Alexandrie, il y a plusieurs. Tout le monde revendique un petit peu. Donc c'est cool de jouer avec ça aussi quelque part. Mais oui, j'aurais aimé avoir ou des pièges mortels ou un peu plus de quelque chose qui puisse montrer que tout ce qu'il a appris, c'est pas pour rien et que on la lui fait pas, etc., etc. Et surtout qu'il y a un sens de l'aventure et du danger Ouais. omniprésent. Et d'ailleurs, ça fait ajouter un autre gimmick qui est que normalement, il y a toujours un plan où il ramasse soit son fouet, soit son chapeau juste avant qu'une la porte porte, se ferme. Voilà, tous ces petits trucs sont... vous allez me dire c'est anecdotique, mais c'est aussi ce qui fait la saveur des Indiana Jones, quoi. Non, je trouve pas que ce soit anecdotique, mais je pense que c'est justement ce qui fait que le film est forcément juste bien au grand maximum. C'est que ça participe justement Il manque d'âme. c'est un peu ça où je vais, c'est que tout ce listing est un listing de quelque part nostalgique, où on se dit un Indiana Jones ça doit être ça, c'est les traditions du truc et il n'y a pas de souci. Mais si cet Indiana Jones 5 pouvait être un bon film, il aurait dû soit vraiment y aller à fond comme Top Gun Maverick l'a fait, où genre on a notre concept, on y va jusqu'au bout, rien à foutre, ou aller complètement à l'inverse et se dire, même si c'est un Indiana Jones et qu'il y a des attentes, on fait notre film. Ouais. Là, Mais- on a un demi-teinte constamment. Quoi. Là, Menro vient de dire en quelques mots ce que je dis depuis tout à l'heure en beaucoup trop de mots, c'est-à-dire que c'est un film qui n'a pas d'âme. Et vraiment, que ce soit un film qui n'a pas d'âme, je trouve ça absolument inexcusable. Le précédent, c'était un gros connard.
Mais au moins, il avait une personnalité. T'avais le droit de pas l'aimer, mais au moins, il avait un tempérament. Lui, c'est genre, bonjour, je suis un film de Indiana Jones. Je m'ennuie déjà. C'est un mec en costume d'Indiana Jones. Tu voulais? Bah, c'est là où je suis pas d'accord sur ça, dans le sens où pour moi, il a une âme, c'est juste que c'est pas l'âme d'Harrison Ford, c'est l'âme de PBW. Où c'est elle qui reprend les créneaux, c'est elle qui fait l'humour, c'est elle qui fait l'action, c'est elle qui fait très souvent l'intelligence aussi de ce film. C'est elle qui va en avant constamment sur ce scénario. Mais le truc, c'est que le film n'assume pas que son héros principal, c'est cette meuf, en fait. Mais tu me fais peur. Donc du coup, toutes les 2 secondes, on est là, genre, Alors, mais oublie pas qu'Indiana Jones, il doit être utile à un moment ou un Moi, autre. j'ai quand même une autre, un petit peu d'huile à mettre sur le feu. En plus, c'est que si on réfléchit un petit peu, Indiana Jones, donc qui s'est inspiré, on l'a dit, des sériels que regardaient Lucas et Spielberg dans les années 50 au cinéma. Et ils ont voulu en refaire un héros, etc., le remettre au goût du jour et tout ça. Ça a donné quoi? Ça a donné le mythe Indiana Jones et ça a donné les héritiers d'Indiana Jones. Les héritiers d'Indiana Jones, il y a quoi? Il y a Tomb Raider, il y a Benjamin Gates, il y a Uncharted. Et du coup, qu'est-ce que c'est ce film? Mais j'ai un peu l'impression qu'on a essayé de remettre dans la saga principale ces enfants, alors que ça ne marche pas parce que c'est pas la même chose. Ça se cannibalise, tu veux dire. C'est ça. Et du coup, on a essayé de mettre à tout prix la course en tuk-tuk. Pour moi, c'est du Uncharted à mort. Alors, pas le film, les vrais, hein, les jeux. Et si ça marche avec Nathan Drake et tout ça, ça marche pas forcément avec Indiana Jones. Et j'en pouvais plus de ces courses-poursuites qui ne s'arrêtent jamais. Et en plus, qui a une gestion de l'espace et du temps sans faire de magie qui est absolument discutable. Mais c'est pour ça que je parlais de cul entre 2 chaises, entre moderne et post-moderne. Il a pas osé être un vrai Indiana Jones de l'époque, il a pas osé être un vrai Indiana Jones de notre époque non plus. Et du coup, tu te retrouves avec genre les trucs qui ont fonctionné, où on sait que ça marche de notre époque, rajouter les petites références pour les nostalgiques au milieu, mais personne n'est vraiment content. Et au bout, ça fait juste un film divertissant, un film sympathique, parce que ça reste Indiana Jones, c'est quand même pléthore de bons acteurs, un bon réal, etc. Mais est-ce que c'est un film qu'on retient 24 heures après? Je me souviens pas des 3/4 du film. Bah ouais, c'est ça, c'est un peu un problème. Et je rebondis sur ta course en tuk-tuk. Il manque à James Mangold cette folie de Spielberg. Quand il fait la course en tuk-tuk, t'as l'impression qu'il te dit, et là, c'est le début de la course en tuk-tuk, et là, c'est la fin de la course en tuk-tuk. Et t'as pas du tout eu ce truc de dynamique où Indiana Jones se casse la gueule et du coup, par chance, il a rattrapé un autre tuk-tuk et hop, il improvise tel autre truc et ça devient un peu vertigineux. Mais toi, tu me fais peur avec ton truc sur Phoebe Waller-Bridge parce que s'ils me sortent un spin-off avec Helena Shaw là. Je vais péter des gueules. Hein. Non, j'y crois pas. Je vais péter des gueules. Ils auraient fait un teaser, etc. Pour moi, on essaye de rattraper le cadre pour donner une vraie fin à Indiana Jones. Et ça me ferait pas péter des gueules, pour être clair, pas parce que ça féminiserait la franchise, très, très bien de féminiser la franchise, mais parce que j'aime pas du tout le personnage. Je trouve qu'il n'existe pas, quoi. En vous écoutant parler là, je me disais, le Tintin en image de synthèse de Peter Jackson et on scène de Toutou que j'ai pensé à ce Tintin et on chaque devait avoir la version de Spielberg qu'on n'a pas eu oui c'est ça on a eu le Spielberg et ben je suis désolé mais il y a plus d'aventure dans le Tintin en CGI absolument que d'intention d'Indiana Jones dans ce Tintin là quoi. Alors que à la base moi je suis pas fan de Tintin du tout mais voilà donc tout ça pour dire que je suis sorti avec le sentiment d'avoir mangé de satiété. Mais est-ce que j'ai fait un bon repas? C'est là où on se pose la question. J'ai été sensible à certaines choses qui ont été faites, notamment à la fin, ce côté de l'acceptation de l'âge et tout ça, mais j'ai encore une fois l'impression c'est superficiel. C'est pas traité de manière en fil rouge tout le long, tel que ça aurait je sais pas. En tout cas, ça aurait pu être. Et du coup, j'ai pas passé un mauvais moment. Parce que là, on était hyper critique depuis le début de ce podcast, mais c'est un film qui se suit, ça se regarde, il n'y a aucun problème. Mais en vrai, je suis pas sorti énervé comme avec le 4, avec l'impression qu'on m'avait trahi. Tu vois, il y a ça quand même. J'ai pas eu le sentiment de trahison.
je me suis laissé porter par l'aventure, etc. Il y avait quand même des longueurs, il y a une bonne demi-heure en trop. Mais. Je trouve que c'est un film qui respecte un peu trop son héros en fait. Et du fait, peut-être parce que Harrison Ford a 80 piges et qu'on va pas le mettre dans 14 000 situations non plus, donc on essaie de déporter ça sur un autre personnage qui va être un petit peu plus actif. Mais il y a toujours 14 000 trucs qui font que Alors tu vois, moi on n'y est pas totalement, je trouve. j'aime pas le 4, mais il y a un truc qui est hyper réussi dans le 4. Juste une seconde. Dans le 3, il y a Indiana Jones avec son papa. Et Indiana Jones, à un moment, il fait une course en sidecar et il arrive à planter les mecs à côté. Il laisse faire de lui, il ricane. Et t'as son père qui le regarde en faisant mais n'importe quoi. Et dans le 4, il y a Indy, qui est donc le père de Shia LaBeouf, du personnage incarné par Shia LaBeouf, qui est sur une moto avec lui. Et à un moment, il arrive à planter, donc le fils qui conduit arrive à planter les méchants à gauche à droite. Il est super fier de lui, il ricane. Et il y a Indy qui a vieilli qui fait mais ça va là, c'est bon quoi. Et je trouve que ça, c'est d'une finesse et c'est dans une logique, voilà. Et c'est ce genre de supplément d'âme qui m'a manqué dans le détail dans celui-là. C'est-à-dire que tout ce que j'ai eu, c'était cool, mais c'était juste cool. Mais parce que je trouve qu'on a deux films en un en fait, tout bêtement. Hein. C'est que on aurait pu avoir un vrai film Indiana Jones sur le personnage d'Indiana Jones incarné par Harrison Ford, qui aurait dû partir dans d'autres trucs plus postmodernes du coup, parce que le personnage n'est plus capable de faire ce qu'il faisait. Mais on a voulu conserver quand même les actions du personnage avec le même acteur qui n'est plus capable de le faire. Donc on a déporté tout le côté action sur un autre personnage. Sauf que du coup, on n'a pas le temps de creuser Indiana Jones, le vrai pour ainsi dire. On n'a pas le temps de creuser PBW non plus. Donc tout ce qu'on fait, quoi qu'il arrive, sera toujours un peu tiède, quoi. Tu vois, si le film avait eu l'intelligence des précédents épisodes, il se serait servi de son contexte, c'est-à-dire la fin des années 60, le tournant des années 70, il aurait repris les codes du cinéma de l'époque, c'est-à-dire le nouvel Hollywood, que Spielberg sait très bien faire puisque c'est le début de sa carrière, il aurait remâché ça et il aurait fait un épisode qui colle à ça, la paranoïa, le FBI, etc. Le film essaye de faire ça de temps en temps, mais comme d'habitude, quand il trouve un truc trop encombrant, il le bute. Donc voilà, ils font encore ça. C'est très très décevant. Et je vais te dire, moi quand j'ai découvert le film, et vraiment je l'ai découvert dans les meilleures conditions hyper spéciales, puisqu'on était au Palais des Festivals, du Festival de Cannes et tout, c'était mortel. Je suis ressorti, j'étais hyper chagrin. J'avais vraiment envie de pleurer, parce que je me disais, putain, c'est ça la fin de mon héros de mon enfance? C'est ce film sans âme là? C'est ce film que je n'aime ni n'aime pas, auquel j'ai envie d'attribuer la note de 5 sur 10 qui, je le redis encore, est à peu près la pire note que je peux attribuer à un film parce que ça veut dire que j'en pense rien, que je l'ai oublié en le regardant, que bof, que je m'en fous et tout ça. C'est vraiment triste. Pourquoi ce film coûte 10 fois le budget du Temple Maudit? 10 fois. Et ben c'est parce qu'on fait des blockbusters comme ça maintenant, aujourd'hui. Il y a aussi un truc dont on n'a pas forcément parlé, donc j'en profite pour rebondir dessus, c'est que il y a une grosse différence dans la manière de contextualiser les choses, où les Indiana Jones 1, 2, 3 particulièrement étaient forcément sur des décors un petit peu naturels, où on avait aussi une petite compression des localisations, mais c'était toujours plus ou moins dans le même thème, parce qu'il fallait quand même les créer, les maquettes et des trucs comme ça. C'était plus simple de garder la même direction artistique sur tout le truc, parce que sinon ça coûterait un pognon fou. Et là, on sent on a le pognon de faire des CGI de malade, donc on va bouger un petit peu partout, mais ça frappe jamais vraiment les localisations dans lesquelles on est. C'est jamais grandiose. Bien c'est sûr. jamais grandiose. Ou pourquoi ce film dure 2h20, plus de 2h20, alors que tous les autres épisodes de la saga duraient juste 2 heures? Et bien encore une fois, c'est parce qu'on fait des films comme ça aujourd'hui. Les blockbusters, on les fabrique comme ça. Donc c'est un blockbuster que je peux considérer valide pour un blockbuster de 2023. C'est un ok blockbuster de 2023. Mais ça suffit pas si vous voulez faire un épisode d'Indiana Jones. Si vous allez chercher Indiana Jones, faites mieux que ça, les gars. C'est pas possible, quoi. Il est temps, l'heure tourne, donc de bientôt conclure. On arrive au bout de ce podcast. Avant de se quitter, je vais vous demander, évidemment, traditionnellement, d'attribuer votre note en pop. Voilà, on vous demande une petite pirouette. Voilà, je sais pas. Otax, est-ce que tu as déjà attribué ta note en pop Pour moi, ma note en pop sera un sur pop, évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est un coup de fouet aussi bien pour les fans de l'époque, mais le coup de fouet, ça peut aussi être un plaisir, comme ça peut être douloureux, en vérité. Ouais. Gauthier, de ton côté ?
Moi, ma note en pop, ça va être point sur pop. Voilà. Au cas où, presque. Le shitty flute, quoi. Et moi, de mon côté, je serais sur un Thomas Cook sur 20 ou un Fram Voyage sur 20. C'est-à-dire que on prend le gros avion ou le gros bateau avec des gens d'un certain âge et on va faire des escales sympathiques et attendues. Voilà, on ramène des souvenirs pour les enfants et des photos, quelques cartes postales, des souvenirs. Mais on n'a pas vécu la grande aventure de quand on avait 20 ans. Krusty Bat qui peut te battre, quoi. Bah après, je rajouterais voyage. pour terminer, parce que c'est un point qui m'importe où on se suit pas forcément dessus, c'est que j'ai bien aimé le personnage de Shaw, et du coup ça m'a fait tenir le film, mais ça en fait pas forcément un bon Indiana Jones dans tout le mythe du truc, mais c'est ce qui pour moi en fait un bon film. J'aime bien Shaw, ça m'a tenu de bout en bout, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que c'était ce qu'on attendait d'Indiana Jones 5 ? Ah, je suis obligé d'admettre que non. Moi, je voudrais juste aller chercher le cadran de la destinée pour pouvoir revenir au moment où il y a un mec chez Disney qui a fait « On n'aura pas Spielberg ». James Mangold ? Voilà. Juste pour faire « Non. » C'est ainsi que s'achèvera ce grand podcast dédié à Indiana Jones 5, le cadran de la destinée, The Dial of Destiny. Destiny, I guess, je sais pas du tout. Otax, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets ? On peut me retrouver sur youtube.com/Otaksu, mon propre média high-tech, c'est incroyable. Autrement, @Otaksu, absolument partout sur les réseaux sociaux, sauf TikTok, aussi otaksu.lgp comme le grand pop. Gauthier, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi, j'ai des réseaux sociaux comme tout le monde. Je crois que c'est Goth Jurgensen sur Twitter et Gauthier Jurgensen tout simplement sur Instagram. Comment on écrit Jurgensen pour Jurgensen. J'allais te dire comme ça se prononce. J'avais envie de dire comme ça se prononce. Mais en vrai, c'est Jurgensen. Maxime Flugebluck, comme ça se prononce. Et donc voilà, on peut me retrouver principalement là-dessus. Les chanceux qui ont des accès à Satellifact peuvent lire ma rubrique sur les enjeux des sorties de la semaine tous les mardis et mes articles sur le box-office, voilà. Et puis sinon, j'espère donner des cours à l'université tel un Indiana Jones l'année prochaine. Voilà, j'espère. Mais auras-tu un fouet ? Et moi de mon côté, vous pouvez me retrouver @Menraw, MENRAW sur tous les réseaux sociaux. Sinon, ce sera dans les colonnes de Le Grand Pop pour l'instant. Oui, nous aussi. Évidemment, évidemment, nous tous. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur YouTube, bien sûr, mais aussi sur Spotify, Apple, Google, Deezer, un peu partout. N'hésitez pas à, si vous avez aimé ce que vous avez entendu ou vu pour YouTube, nous laisser des messages, des commentaires, des likes, tout ce qui pourra. Des étoiles. Manifester une approbation, puisque c'est ce qui nous permettra d'avancer, d'avoir plus de visibilité bien sûr, et on fonctionne pour l'instant uniquement là-dessus. En attendant, nous on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, allez au cinéma, jouez à des jeux vidéo, lisez des livres, écoutez écoutez de la musique, éclatez-vous avec la pop culture. À bientôt, ciao ciao. Des bisous.